Silence. Lumière, s'il te plaît. Moteur. Ça tourne. Clap. Cinéma la vie, séquence 1, plan 1, première. Action. Bonjour, bienvenue en direct au Cinéma Rex pour un magazine consacré à l'histoire du cinéma. Au sommaire de ce magazine, différents sujets vous seront présentés. Des reportages, des plateaux, mais aussi un documentaire sur la vie d'un collectionneur. Nous retrouverons également tout au long de cette émission nos correspondants avec des invités ayant participé à la vie cinématographique d'Abbeville. Mais sans plus tarder, comme il nous semblait intéressant de vous faire découvrir l'historique du cinéma abbvillois, nous vous avons préparé cette petite fiction. Envoyez! Avant-guerre, un premier cinéma, le Stella Palace, qui se trouvait au coin du Palais du Vêtement, fut détruit par un bombardement le 20 mai 1940. La reconstruction de ce cinéma eut lieu en 1956. Ce nouveau cinéma est appelé le Pontieux. Il a une capacité de 1100 places. Le 1er décembre 1970, Monsieur et Madame Le Sueur en deviennent les exploitants et les propriétaires, jusqu'au 7 juin 1993, date à laquelle ils ont pris leur retraite. Aujourd'hui, le Pontieux leur appartient toujours, mais il a cessé de fonctionner. Avant la guerre, la Feria était une ancienne salle des fêtes à Abbeville, devenue un cinéma qui a fonctionné pendant la guerre. Le cinéma était situé boulevard Vauban, là où se trouve le laboratoire d'analyse médicale. Monsieur Van Windendal a acheté en 1950 le cinéma La Feria, qui possédait également un dancing. En 1954, Monsieur Van Windendal effectue des travaux pour que le dancing se trouve sous la salle de cinéma. Quelques années après, le propriétaire de la Feria construit un autre cinéma, Le Paris, situé chaussée du Bois, là où se trouve le magasin Texti. Le Paris a été inauguré le 27 septembre 1957. Avec l'arrivée de la télévision, le cinéma Le Paris ferme ses portes en 1966. 2 ans plus tard, la Feria disparaîtra à son tour. Un magasin de confection de chapeaux au sans pareil, situé rue des Carmes et appartenant à la famille de Gomme, est transformé en un cinéma appelé le Chantecler en 1950. Le Chantecler est exploité par M. Van Windendal entre 1951 et 1956. Les propriétaires, M. et Mme de Gomme, effectuent des travaux à l'intérieur du Chantecler et en deviennent les exploitants. Le 16 novembre 1956, le Chantecler devient le Rex. En 1982, M. et Mme de Gomme cessent leur activité d'exploitant. C'est alors que M. et Mme Le Sueur deviennent les nouveaux gérants jusqu'en 1988, date de la fermeture du cinéma. Puis la ville d'Abbeville achète le Rex à M. et Mme de Gomme pour le reconstruire totalement en un complexe de 3 salles. Le cinéma est inauguré le 12 octobre 1992. M. Desfossés est actuellement l'exploitant du nouveau Rex. Merci. Nous allons maintenant laisser la parole à Sandrine, qui se trouve sur un autre plateau. Hé Sandrine, je te laisse présenter tes invités, hein? Oui, Alexandra, je ne suis pas Sandrine, moi c'est Youssef, je vais présenter l'émission. Alors, le sujet du direct aujourd'hui, c'est que nous avons retrouvé des personnes qui ont travaillé dans les différents cinémas comme ouvreuses. Donc, nous accueillons Madame Jans. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous avez travaillé dans quel cinéma? J'ai travaillé à la Feria de 1957 au début 1959. D'accord. À côté de vous, Madame Joran. Bonjour Madame Joran. Bonjour monsieur. Vous avez travaillé dans quel cinéma? À la Feria, À la Feria. de 54 à 61. D'accord. Donc avec Madame Chance. Chance, oui. Madame Cailleux, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui. Vous avez travaillé dans quel cinéma? Au Rex en 74 et puis après au Pontieux. De quelle année à quelle année? 74 à la fermeture du Pontieux. Comment êtes-vous venu à effectuer ce métier? Qui veut répondre? Moi par une annonce dans Par- le journal simplement. Et vous? Moi, mon mari était opérateur et il y a une place vacante, donc je suis entrée comme ouvreuse. Madame Joran? Moi, c'était mon cousin qui était à la porte, qui déchirait les tickets, qui m'a dit qu'il y avait une place de libre. Alors, j'étais voir Monsieur Van Windendal et j'ai été engagée. Ah d'accord.
Alors, combien coûtait une place de cinéma dans... Je sais plus. Moi non plus, je ne sais pas. Vous ne savez plus... Je crois que j'en ai connu à 12 francs. 12 francs anciens Mais- non, francs anciens, c'était le 12 franc ancien. 12 francs, oui, maintenant. Savez-vous ce que représentent les 100 francs que vous donnez au guichet? 30 francs pour le loyer de la salle, l'entretien, les divers frais d'exploitation, c'est peu. 4 francs 50 en rétribution du documentaire et des actualités, c'est peu. 6 francs pour le distributeur qui entretient et place les copies du film, c'est peu. Arrive le fisc et 44 francs s'en vont d'un coup, c'est trop. Reste la part du producteur, 15 francs, c'est ridicule. Avec les 15 francs, le producteur devra payer l'esprit des auteurs, le talent des artistes, le savoir des techniciens et le travail des ouvriers. Comment étiez-vous payé, en fait? Non, on était payé par les pourboires. Ça se passait pareil? Vous étiez Non, payé non, que non, par on les était payé pourboires? On l'heure. avait un fixe. Et puis Donc le ça- pourcentage sur la confiserie. Le pourcentage Voilà. sur la confiserie C'est et ça. les pourboires. Et des pourboires. Oui, sur la confiserie, on avait 10%. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et donc, on travaillait jusque l'entracte. Mm. Et après, il y avait une personne qui était toujours de garde pour voir si quelque chose n'allait pas dans la salle. Donc, elle est obligée de rester à l'entrée de la salle s'il y avait un problème avec le film, on sonnait Mhm. pour que l'opérateur puisse rectifier. Oui, oui. Vous sonnez, il y avait un Il y avait une sonnette, oui. Ou alors on montait le voir pour lui dire Bah oui. s'il y avait un problème particulier. Donc vous étiez chargé aussi de visionner le film en même temps. alors. Voilà, on est obligé de rester dans la salle, Surveiller. surveiller, surveiller les personnes et puis Bah oui. le film. Alors comment se passait une séance de cinéma? Je veux dire, est-ce qu'il y avait un journal avant le film? Comment que ça se passait? Vous pouvez nous raconter un peu, Madame Jans? Alors, avant le film, oui, il y avait les actualités. C'est ça. Et après, il y avait souvent un documentaire ou un petit film. Un court-métrage. Voilà, un petit court-métrage. Après, bon, c'était l'entracte. Et après, Mhm. on attaquait le grand film. Ah oui, d'accord. Et ça se passait pareil au Pontieux? Non, moi, j'ai pas connu ça. Vous voyez, c'était déjà après. Il y avait un petit film, l'entracte et puis le grand film. Ah oui, d'accord. Ah oui. Pas les actualités déjà. Et en fait, quel film on passait, Madame Jouran, à la Feria? J'en ai tellement vu que c'est difficile. C'est qui vous marque le plus? Oui, celui... Il doit rester le. Bah, il y a eu la Strada. La Strada. La Ah, Strada, oui. je m'en souvenais plus. Oui, Ah, oui. Vous en souvenez Bien, tous? parce que Ouais. On l'a joué au moment où je me suis mariée. Alors, je peux dire la date. Oui. Madame Pendant Jean? longtemps? Pendant longtemps? Ah, plusieurs jours. Hein. Ah oui, oui. oui, oui. Les films à grand succès passaient plusieurs jours. Oui, Hein. oui, moins 15 jours, 8 jours, 15 jours. Peut-être Moi, je pas me quand souviens de la période des Sissi, Ah oui, si, oh, oui, la série des Sissi. Oh, le pont de la rivière Kouaï. même. Qu'est-ce que j'ai encore comme film Après, il y avait les films de Brigitte Bardot, tout ça qui Ah oui, commençait à l'époque oui, oui. à être très connu. Ah, il y avait les films avec Daricole aussi, le triporteur. Il y avait Jacques Tati, Ah oui. Les vacances de Monsieur Hulot et mon oncle. Vous en souvenez, Madame Jouran, de tous, Oui, oui. tous ces films? Mhm. Michel Strogoff aussi. Ah oui. Ils l'ont passé, Oh là là. je ne sais pas combien de jours. Ah oui. Donc les films pouvaient rester 15... 15 jours. Ah oui, ah ah oui, oui, facilement. Ah oui. Est-ce que vous allez toujours au cinéma, Madame Cailleux? Ah, rarement. J'ai été voir Germinal, parce que je voulais le voir tout de suite, quoi. Ne pas attendre qu'il passe à la télé, au Hmm. Rex. Et vous, Madame Jouran? J'ai été voir Germinal aussi et Christophe Colomb. Et vous, Madame Moi, j'avoue que je ne vais jamais au cinéma, c'est très rare. Je suis allée voir Le Roi Lion parce qu'il y avait mes petits-enfants. Ah oui, Donc, je les ai le- conduits vers Le Roi Lion. Hmm. Mais autrement, je n'y vais jamais. Donc, Madame Jans, où est votre mari? Ben là, je ne sais pas, il est parti, il n'a pas voulu me dire où il allait. Alors là, je ne pourrais pas vous le dire. Bah alors nous savons où est-ce qu'il est, votre mari. Ah. Il est au Pontieux avec une de nos correspondantes. Hein, il est en direct avec nous, dans une cabine. Alexandra? Oui, oui, Youssef, je suis bien en compagnie de Monsieur Jans dans une ancienne cabine de projection, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la cabine de projection du cinéma Le Pontieux. Monsieur Jans, bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé ici, je crois, non? Non, j'étais opérateur à la Feria, au cinéma La Feria. Oui, c'était un peu la même chose. Oui, c'est la même chose, c'est le même travail, quoi. Alors, quand et comment avez-vous fait vos premiers débuts?
Les premiers débuts, ça consiste, j'ai un ami qui m'a dit qu'il y avait une place de libre au cinéma La Feria, alors de ce fait, je me suis mis en relation et j'ai commencé à faire l'opérateur là-bas. Et en quoi consistait votre travail de projectionniste? On montait nos films avant de venir pour faire la projection dans la salle. On arrivait 1 heure avant de façon à pouvoir préparer la caméra, quoi, le projecteur, de façon à ce que tout soit prêt quand on arrivait. Alors là, bien sûr, les films étaient tous à l'endroit, les bobines classées, de façon à ne pas se tromper. Pensez-vous qu'il y avait plus de problèmes techniques à l'époque qu'aujourd'hui? Oh, certainement un peu plus, étant donné que les films quand ils cassaient, ils pouvaient s'enflammer, donc il fallait tout de suite être là, prêt à fermer l'appareil de façon à éviter tout incident, quoi. Et recoller le film avant de démonter, coller le film et remonter l'appareil. Pendant ce temps-là, on était obligé de mettre un peu de musique de façon à occuper la salle. Durant votre métier de projectionniste, vous est-il arrivé une chose insolite? Oh oui, en étant très occupé à regarder le film, j'ai oublié de monter une bobine. Alors de ce fait, la séance a été terminée un peu plus rapidement que d'habitude, sans que personne y fasse allusion. Le métier de projectionniste était-il difficile au niveau des horaires? Assez, étant donné que ce n'était pas mon occupation principale. De ce fait, il fallait se dépêcher le soir pour arriver à monter les bobines entre le travail effectif et puis la séance de cinéma. Alors ça faisait aller très vite, toujours courir, quoi. Et le métier de projectionniste, au niveau financier, est-ce que c'était rentable par rapport au travail que vous effectuez? C'est-à-dire rentable, oui et non, mais enfin c'était un complément. C'était un complément. C'était pour les vos frais autrement, quoi. Un petit plus, quoi. Oui, de façon à améliorer la situation. Monsieur Jans, je vous remercie. Et nous allons désormais découvrir le témoignage d'une personne qui connaît parfaitement la vie du cinéma Le Ponthieu. Vous pouvez envoyer le film. J'étais sur Paris, j'étais encore opérateur et Madame Le Sueur était encore ouvreuse au Palais d'Avron, rue d'Avron. Et on est venu ici parce qu'on était arrivé à un âge où il fallait quand même qu'on fasse un petit peu nos preuves et puis qu'on vole de nos propres ailes. Et je suis venu à Abbeville parce qu'en fait, il n'y avait plus que 2 salles de cinéma. Le Paris était fermé et la Feria venait de fermer peut-être une petite année avant que je prenne ici. Donc on est venu ici parce qu'il restait que le Rex et le Ponthieu. Je ne vous cache pas que s'il y avait encore eu 3 salles, on ne serait pas monté sur Abbeville. Ma première ici, c'est Tino Rossi. Ça a dû être le 5 juin 71. Tino Rossi. Ensuite, j'ai eu le plaisir de recevoir monsieur Gilbert Bécaud, qui est un grand monsieur, monsieur Sardou, qui remue beaucoup de monde, Carlos, Claude François, d'abord, c'était une vedette et il avait certaines prétentions et voulait faire sa répétition sans personne dans la salle, ni service technique, ni spectateur, ni personne. Le tort qu'il a eu d'ailleurs. Et à la fin de sa répétition, il a sauté, puisque on l'a su après, parce qu'il y a eu une enquête, a sauté par-dessus sa batterie et est venu sauter sur la plaque, sur l'emplacement du souffleur, le trou du souffleur. Et il est passé au travers.
Il s'est retrouvé à l'hôpital avec des côtes fracturées. Monsieur Dron a été obligé de rembourser la salle étant donné qu'elle était louée complète. Inutile de vous dire que ça fait quand même un certain remue-ménage. C'était les films grands spectacles qui avaient redonné un nouvel essor au cinéma du fait de l'arrivée de la télévision. C'est-à-dire le 70 mm, grand écran. Mais j'ai connu ce phénomène sur Paris. C'était pareil. Les salles ont eu un renouveau de jeunesse, dirons-nous, et d'afflux de public au moment où ce genre de films sont sortis. C'est-à-dire films que j'ai repassés ici et que j'ai passés aussi au moment de leur sortie. Je vais vous parler de Ben-Hur, je vais vous parler des 55 jours de Pékin. Ici, j'ai passé Top Gun, un film avec lequel j'ai battu tous les records sur Abbeville. Vraiment, les grosses entrées, ça a été les Bidas en folie. Les Bidas en folie, c'est la salle qui a fait 12 000 entrées. À l'heure actuelle, pour faire ça dans une semaine, chapeau. Ça a dû être le 6 ou le 7 juin 1993. C'est-à-dire, j'ai fermé sous prétexte de vacances, de clôture annuelle, et le cinéma n'a pas ouvert. J'ai pas voulu faire ni de dernière séance, ni... Non, c'était suffisamment triste, comme ça, parce qu'une salle qui ferme... Après le témoignage très intéressant de Monsieur Le Sueur, je vous propose de retrouver en direct Youssef qui va vous présenter le thème de son émission. À toi Youssef. Donc je vais présenter le thème. Donc le thème de l'émission, c'est des habitants de quartier qui sont avec nous, qui vont parler des cinémas d'après-guerre et des avant-guerre qui étaient sur Abbeville. Donc là, je vais lancer un film, car de ce film, nous avons eu l'idée du décor, en fait. Donc là, nous allons envoyer le film. Comment, tu me surveilles comme si j'étais un tricheur? Tu me fais ça à moi, un camarade d'enfance à toi? Merci. Je te fais de la peine. Non, tu me fais plaisir, tu me surveilles comme si j'étais un scélérat, un bandit de grand chemin, je te remercie. Tu me fends le cœur, hein? Oh, allons, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Donc maintenant, je vais passer à la présentation de mes invités. Alors, Jean-Louis de Mester. Oui, je m'appelle Jean-Louis de Mester, je reste 3-1 Place du Soleil Levant à Abbeville. Nicole Desmarais. Oui, moi j'habite 12 rue de Champagne à Abbeville, à la ZAC. Monsieur Patrick Corin. Oui, bonjour. Qui est l'un des fondateurs d'un cinéma un peu particulier sur Abbeville. Monsieur de Mester, vous êtes un grand cinéphile pendant votre jeunesse. Oui, avec moi, mes parents, frangins et sœurs, on allait souvent au cinéma. Le dimanche. Le dimanche. Oui. On allait beaucoup avec mon père, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, au cinéma, et on voyait des beaux films. Donc, quelle était l'ambiance dans le cinéma à l'époque? Il y avait une bonne ambiance. Donc, on m'a dit aussi que vous avez une petite anecdote à nous raconter. Oui, il y a une année, mon père, il sortait le samedi, il travaillait du lundi au samedi. On n'avait que le dimanche pour aller au cinéma. Et en ce temps-là, mon père, il travaillait encore. Et il venait de toucher son salaire dans une enveloppe. Et on était partis tous au cinéma. Et en sortant du cinéma, il s'est aperçu qu'il avait perdu son portefeuille avec son salaire. Bon, ben, le lendemain matin, il a été voir le patron du cinéma. Et c'est là que le patron lui a dit, il y a un jeune homme qui est venu me rapporter une enveloppe avec un portefeuille. Bon, ben, il a regardé dans son portefeuille, dans son enveloppe. Il n'y avait rien qui marquait, qui manquait d'argent, papier, tout. Alors, mon père, il a demandé au patron du cinéma le nom du jeune homme qui a rapporté son portefeuille. Et pendant 1 an, il a payé son cinéma et à l'entraque, un job le monde pendant 1 an. Madame Desmarais, vous? Oui, ben moi j'allais exactement à la Feria. Et bon, après j'étais au Paris, j'étais au Rex. Enfin, le Rex, c'était même pas le Rex, puisque c'était le Champ de Clair à cette époque-là. Et donc, moi, j'ai vu le premier film que j'ai vu quand j'étais petite, j'avais à peu près 9-10 ans, c'était le film de Fanfan la Tulipe. La Tulipe? Oui.
que voilà donc un joli sobriquet. Nous avions déjà brin d'amour, pied d'alouette, bouton d'or, lilas blanc. Ce n'est pas un régiment, c'est une plate-bande. On a été quand même très heureux de voir le film, mais vraiment c'était beau parce qu'il y avait le parterre, le poulailler, et exactement, il y avait 3 trucs de gradins, si vous aimez, comme au théâtre, si vous aimez mieux. Donc alors les prix variaient en fonction Ah des oui, par terre, ah, le oui, gradin. ah et oui, les- oui, bien sûr, parce que c'est toujours pareil, plus vous mettez cher, plus vous êtes toujours bien installé. C'est-à-dire vous êtes installé où, excusez-moi de vous couper, c'était quand vous payez cher. Oui. Vous êtes installé où En bas. En Le bas par parterre. terre. Ah, le parterre, parce que c'était des fauteuils en velours, comme Mhm. le théâtre. Et au premier, donc, c'était le parterre. Après, c'était le poulailler et le balcon. Le poulailler, c'était le deuxième. Et le reste, c'était en haut. Donc, on montait en haut pour dire tout le monde ne pouvait pas donner. Ma belle-sœur avait déjà des problèmes. On allait. Et je me souviens, comme si c'était encore hier. D'accord. Donc là, Monsieur Corin, qui lui était le fondateur d'un cinéma, un genre un peu particulier sur Abbeville, nous avons engagé un détective Morrison, qui a enquêté sur ce cinéma d'un genre un peu particulier, dont nous allons voir le reportage là maintenant. Donc nous allons le lancer et après on reviendra sur vous. Mon enquête d'aujourd'hui consistait à retrouver comment est née la diffusion du cinéma parallèle à Abbeville. Après avoir cherché dans de nombreuses archives, j'ai découvert qu'au commencement, les projections étaient assurées par des itinérants qui allaient de café en café. Par la suite, différents types de ciné-clubs se sont formés. En 1981, s'est créé le premier ciné-club officiel. En 1982, après avoir diffusé 15 films, il est obligé de quitter le cinéma Le Pontieux pour effectuer ses séances au centre socio-culturel où les conditions de projection ne sont pas idéales. Le public s'y intéresse donc de moins en moins et le ciné-club est obligé d'arrêter son activité. En 1983, la Maison pour tous reprend le flambeau sous le nom de Cinécure pour qu'un ciné-club existe encore. Le 24 octobre, ils diffusent Délivrance, leur premier film au cinéma Le Rex. L'association Cinécure ne se veut pas un cinéma commercial, ni vraiment un ciné-club. C'est un lieu où on peut voir des films très différents, dont certains sortis très récemment. À l'heure actuelle, Cinécure propose encore une projection tous les 15 jours. Pourquoi ça sert le ciné-club? Et quelle est la particularité d'un ciné-club? C'est-à-dire que nous, on ne se voulait pas être un ciné-club. Un ciné-club, par tradition, je dirais, c'est ce qui se faisait auparavant. Et dans le petit reportage que je viens de voir, il y a peut-être encore une phase plus ancienne d'un ciné-club avec un dénommé M. Becquet, qui était le surgé, comme on disait, le surveillant général du lycée, qui, je pense, faisait un ciné-club aussi au lycée. Mais sinon, là, quelle est la particularité d'un ciné-cure maintenant, un Oui. ciné-club à l'époque, comparé à un cinéma-spectacle commercial qu'on peut connaître de tous les jours? Je dirais, moi je ferais on peut faire trois distinctions. Le cinéma commercial, c'est un exploitant dont c'est le métier, qui en fait son boulot, qui en fait son profit. Il n'y a rien de déshonorant, hein. Il faut bien que tout le monde casse sa croûte. Un ciné-club maintenant, tel qu'on le connaissait dans le temps, c'était effectivement des gens qui avaient plutôt, je dirais, une passion du cinéma quant aux grands classiques, aux grandes œuvres. Alors ça se faisait souvent dans des conditions un peu difficiles, sur des chaises en plastique, dans des salles qui n'étaient pas des salles de cinéma, comme au centre socio-culturel ou comme au lycée, avec souvent des copies que l'on pouvait obtenir que par l'intermédiaire de fédérations de ciné-clubs, qui étaient donc obligatoirement des films de plus de 3 ans, donc souvent des copies également un peu ringardes, hein, c'est crachoté, l'image n'était pas très belle, elle était parfois hachurée, abîmée, et une tradition voulait que dans ces ciné-clubs, systématiquement, il y ait un débat à l'issue du film avec les spectateurs, ce qui plaisait plus ou moins au public. Alors là-dessus, Cinécure, on a essayé de trouver, je dirais, un créneau entre les deux. Et on a bâti une programmation comme ça avec, si vous voulez, des films qui étaient de qualité, mais qui ne seraient jamais passés à Abbeville. Pourquoi? Parce qu'il y avait que 2 écrans. Or, il y a une production quand même importante en matière de cinéma. Donc, quand l'exploitant local avait fait ses choix, il y a toute une série de films, je dirais pas de deuxième catégorie, mais de bons films, mais qui n'étaient pas, que lui ne pouvait pas passer par manque de temps, ou tout simplement parce que ces films n'avaient pas un public suffisamment large pour que lui, financièrement, s'y retrouve. Bon. Alors nous, Cinécure, on s'est dit, c'est ces films-là auxquels on va s'intéresser. Donc, en fait, allez-vous aussi toujours au cinéma voir des films Non. Non? Et Non, moi non pourquoi? Depuis que le Rex il est ouvert,
J'ai jamais été. C'est la programmation qui ne vous plaît pas? Non, je sais pas, mais je sais pas. Est-ce que c'est le prix des places qui sont assez surélevés? Il y a déjà le prix des places. Madame Desmarais, qu'en pensez-vous? Ben, moi, j'en pense que c'est vraiment plus le cinéma comme on avait dans le temps, parce qu'il n'y avait qu'une séance de cinéma, c'est-à-dire il y en avait une à 3h de l'après-midi, une à 6h et une à 9h du soir, donc on rentrait vers minuit, 1h du matin, selon les cas ou selon où on était. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est plus les mêmes séances de cinéma, parce que d'autant donné qu'il y a plusieurs salles de cinéma, donc on ne peut pas voir à la fois tous les mêmes films à la même truc, parce que si vous prenez la salle numéro 1, vous ne pourrez pas voir la salle numéro 2, donc c'est plus du cinéma, tandis qu'avant, tout le monde était réunis ensemble. Il y avait l'entracte, on sortait, on allait se désaltérer, et puis bon, ben, on reprenait le film, et puis c'est terminé. Bien, voilà, la première partie de l'émission s'achève. Donc là, nous allons vous présenter un reportage sur un collectionneur qui collectionne des caméras, des projecteurs, plein de choses comme ça qui appartiennent au cinéma. Nous allons le voir. C'est un hiver, je roulais en scooter, et puis je suis passé sur une serviette. Et puis je me suis arrêté au chantier, et puis dedans, il y avait des films. Les films, je ne savais pas le format, je n'étais pas au courant du tout. Et puis, quand j'ai vu ce que c'était, il y avait une adresse, boulevard Gambetta, Paris. J'ai téléphoné partout, personne n'a pu me dire à qui c'était, bon, je les ai gardés. Puis un beau jour, sur un chantier, il y avait pas mal de choses à débarrasser, j'ai trouvé un projecteur qui n'avait pas de bras, je ne savais pas ce que c'était non plus. J'ai été voir mon photographe avec, il m'a dit, bah, c'est un Derxam. Il faut aller à Paris, boulevard, je ne sais plus trop quoi exactement. Et puis j'ai donc acheté des bras, et puis les films ils correspondaient juste au projecteur. Et c'était du 9.5. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du cinéma, enfin à faire du cinéma, à projeter des films que j'avais trouvés. Dedans, c'était Noël dans Bandit d'honneur. Il y avait 4 ou 5 bobines de 120 mètres. Et puis après, j'ai acheté une caméra que mon photographe m'a vendu, puis ça a commencé comme ça. Et puis je me suis mis à faire les brocantes. Et puis à chaque fois qu'il y avait quelque chose dans des prix abordables, hein, selon ma bourse, bon, j'ai acheté comme ça, soit un projecteur par-ci, une caméra par-là. Et puis maintenant, caméra et projecteur, j'en suis arrivé à 183. Alors, ça descend un peu. Alors, c'est celui-là qui n'avait pas de bras. C'est un Derxam. Et c'est du 9.5. Bon, voilà, évidemment, à 5 ou 6 mètres, on a un tout petit écran, hein, on n'a pas grand-chose. Hein, l'objectif, il n'y a pas de zoom. Bon, ça a débuté comme ça. Un appareil en 110. Alors, le matériel le plus ancien, bon, c'est les pâtés Bobby. Hein, voilà le premier pâté Bobby. Qui, lui, ont tourné à manivelle. Qui date de 1922. On mettait un film dedans. Vous voyez? Et puis il descendait là, il passait dans l'orifice qu'il y a là. Bon, on refermait évidemment. Il fallait le brancher. Et puis le film s'enroulait ici. Il y a toute l'époque qui se retrouve, quoi, disons. Du début, bon, pas la fin, parce que, quoique la fin, les équipes que j'ai là, ils datent de 80, quelque chose comme ça. Bon, mais après, il n'y en a plus de fabriqués. Alors, c'est presque la fin, disons. En termes de caméra, c'est un peu pareil, hein. Il y a les premières. Il y a les premières caméras aussi. Tout est là, j'allais dire, tout n'est pas là, parce qu'il y en a eu... je sais plus, en 10 ans de temps, il y en a eu 150 modèles de fabriqués pour 55 marques. Alors, je ne peux pas tout avoir. Hein. Dans l'histoire du cinéma, le premier format a été le 35. C'est ce qui est sorti en 1889. Hein, c'était le format, ce qui est resté pour les professionnels, pour passer dans les salles. Après, il y a eu le 9.5, qui lui est sorti en 1922. Il y a eu le 16 mm, noir et blanc toujours, qui est sorti en 1923. Alors après, il y a eu la coloration des films. Vous avez le 35 colorié qui est toujours resté en muet, qui est venu après. Alors après, pour l'amateur, il y a eu le 8 mm en noir et blanc qui est sorti en 1932.
Le 8 mm couleur, lui, il est sorti en 1965. Le Super 8 en noir et blanc est arrivé quelques années après. Et le Super 8 couleur est sorti aussi en 1965. Le 70, lui, il est sorti en 1950, le 70 mm. Vous avez 70 mm procédé IMAX, qui lui est réservé pour les grandes salles, genre Géode, au Futuroscope de Poitiers, Disneyland, hein, c'est les appareils qu'ils ont. J'ai commencé par le 9.5 et puis je reste au 9.5. Je fais un peu de 16 et puis de Super 8 automatiquement. Mais bon, bah, mon format préféré c'est le 9.5. C'est ma plus grande consommation, disons. Je suis en train de faire un film qui va durer 4 ans sur la consolidation de la digue qui démarre de Holt à Cailleux. Alors bon, j'ai filmé déjà des arrivées de galets, le jalonnage. Et puis évidemment, c'est toutes des petites séquences qui sont mises de côté et que je rassemblerai quand tout sera fini dans 4 ans. Ça fera un film qui fera peut-être 500 mètres, je ne sais pas, mais enfin, ce sera un film de longue haleine. Et maintenant, je vais vous faire voir ma dernière acquisition que j'ai achetée au cinéma de Holt, qui est fermé depuis une dizaine d'années maintenant, oui, 10-15 ans. Et ça fait 2 ans que je l'ai. Et je suis en train de le restaurer. Alors je vous laisse le découvrir. Alors voilà, nous sommes actuellement dans la cabine de projection du cinéma Rex en compagnie de Philippe, le projectionniste. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, nous aimerions savoir comment devient-on projectionniste et s'il y a plus précisément des qualités requises. Pour devenir projectionniste, il faut déjà aimer le cinéma. Hein, moi, pour ma part, j'aime beaucoup le cinéma. J'ai commencé à l'âge de 16 ans, j'en ai 44, vous voyez la différence. Et bien sûr, il faut des qualités requises, il faut également un diplôme, un CAP, comme dans beaucoup de métiers. Voilà. En quoi consiste votre métier de projectionniste ? Mon métier consiste à diffuser l'image sur un écran, à charger un projecteur évidemment, et à diffuser l'image dans les meilleures conditions techniques, aussi bien pour la vue que pour le son. Le matériel de projection du Rex est-il différent de celui de notre collectionneur ? Oui, tout à fait, parce que bon, avant il y avait 2 projecteurs par cabine, maintenant il n'y en a plus qu'un. Le film était éclairé par un arc électrique, maintenant c'est un xénon. Bon, le format de pellicule n'a pas changé, c'est toujours du 35 mm, mais ça a quand même énormément évolué. Par contre, maintenant l'évolution est arrêtée un petit peu, et maintenant c'est le niveau son, au niveau son que ça augmente, que ça évolue énormément. En combien de bobines arrivent les films que vous recevez et comment se passe l'assemblage ? Alors les films arrivent, ça dépend de la longueur, ça peut aller de 5 à 10-12 bobines, comme admettons la liste de Schindler qui faisait 12 bobines, le film faisait 3h30, et l'assemblage s'effectue à l'aide d'une colleuse. Pensez-vous que le cinéma et la pellicule continueront d'exister dans les futures années ou pensez-vous qu'ils seront changés par autre chose ? Oh, on dit beaucoup de choses là-dessus, on dit que les Japonais et les Américains ont beaucoup d'idées là-dessus, mais enfin bon, moi je pense que le cinéma sera toujours sur la pellicule. À l'heure actuelle, c'est ce qui se fait de mieux, il y a une meilleure qualité de projection, l'image est beaucoup plus belle, bon, la vidéo sur grand écran, ça, c'est l'avenir, mais bon, quand, on ne sait pas. Tu vois, c'est ici que la pellicule risque de prendre feu, pour un rien. Alors si ça arrive, il faut que tu coupes là et là.
pour éviter que ça gagne les deux bobines, t'as compris? Oui, Alfredo. T'as compris maintenant de quel côté est la gélatine? La pellicule, qu'est-ce qu'elle a bon goût, hein? Moi, je suis venu au cinéma parce que j'aimais le cinéma déjà, parce qu'en fait, ça fait partie de mon enfance. J'ai toujours été amoureux du cinéma. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'emmenaient beaucoup au cinéma, même des fois quand j'étais gamin, voir des films que je ne comprenais pas toujours. Hein. Bon, j'ai eu des grandes émotions au cinéma et quand j'ai pu faire ce métier-là, ça m'a accroché. Comment envisagez-vous l'avenir du cinéma en général? Moi, je crois que le cinéma, c'est dans le plus petit commun dénominateur culturel. C'est-à-dire que quand il n'y a rien d'autre dans des villes, il y a le cinéma. Et ça, c'est important. Donc ça veut dire qu'au travers du cinéma, on pourra toujours, parce qu'il y a des villes où on ne peut pas avoir du théâtre toutes les semaines, on peut pas. Bon, je prends l'exemple de la ville, c'est une ville moyenne, il y a un certain nombre d'activités culturelles, c'est vrai, mais la permanence du loisir, elle est au travers du cinéma. Donc c'est là qu'est la diversité. D'autre part, le cinéma, dans des grands espaces comme les salles de cinéma, c'est un spectacle. Si on reste attaché à cette notion de spectacle dans le cinéma, c'est-à-dire, quand on dit spectacle, ça veut dire on va dans une salle avec d'autres gens partager une émotion collective, c'est-à-dire le rire, l'émotion, etc. À ce moment-là, ce côté spectacle maintiendra l'activité du cinéma. Ça, c'est comme il y a toujours du théâtre, il y a toujours de la danse, on ne passe pas tout par l'écran de télévision, même si la télévision peut remplir notre fonction. Monsieur Desfossés, merci beaucoup et à très bientôt. J'espère que ce magazine vidéo vous a beaucoup plu et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine car il y a encore beaucoup à dire sur le monde du cinéma. Séquence 5, plan 4, première. Comment appelez-vous cela? Le pain, le qui? Le cinématographe. Comment dites-vous? Cinématographe. Quel nom curieux. C'est du grec. Ah, vous connaissez le grec, monsieur? Mais oui, madame, et je l'enseigne. C'est ce qui me permet de vous dire que le nom qui vous étonne est du grec, de kinéma, athos, qui signifie mouvement, et de graphein, écrire. Écrire? Mais pourquoi écrire? On a écrit le mouvement? C'est-à-dire qu'on l'a enregistré et qu'on le reproduit. Oh, c'est merveilleux. Et ce sont les Grecs qui ont inventé tout cela.